Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Nous sommes samedi, il est 11 h. Eh bien, c'est notre rendez-vous d'échange autour d'une production livresque, notamment un engagement effectué par un auteur béninois. Aujourd'hui, je vous emmène à Ouidah pour découvrir, à travers le prétexte d'un livre justement, une activité. La production de pagne Indigo. Il y a une dame qui est la spécialiste aujourd'hui, en tout cas qui fait connaître à travers le monde cette activité-là. Elle a produit récemment un ouvrage pour accompagner cet investissement qu'elle fait depuis quelques années. Elle loue ce bleu en fête. C'est le titre de cet ouvrage. Un peu un livre, je dois dire, de belles images pour montrer un peu tout ce qui se fait en la matière. C'est elle que nous recevons sur ce plateau en cette fin de matinée sur Canal 3 Bénin. Nadia Adanlé est notre invitée donc sur ce plateau. Madame Nadia, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accepté et accueillis chez vous pour enregistrer cette émission. On m'a dit pas mal de vous, pas mal de choses de vous, de bien, rassurez-vous surtout. Et je crois que ceux qui m'ont dit deux mots sur vous n'ont pas trahi en tout cas la réalité des choses. Quand on parcourt un peu, je dois dire le contenu de cet ouvrage qui révèle un peu l'activité dans laquelle vous investissez depuis quelque temps maintenant. Pourquoi vous êtes si fasciné par une activité qui au départ n'intéresse que des femmes, je dois dire, illettrées, oubliées même de la société, puisque l'activité s'en allait mourir quand vous aviez décidé de la faire revivre. Ben, merci beaucoup, merci Tanguy. C'est vrai, c'est une activité qui était en perte de vitesse. Et quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, on ne voyait plus du tout ce bout de tissu-là dans des circonstances valorisantes. Et mon combat, il est parti de là. Il est parti du fait que c'est quand même un élément immatériel de notre patrimoine. C'est un savoir-faire particulier et c'est un produit qui, par définition, est complètement local. Et le laisser mourir de sa plus belle mort, c'est dire au revoir à un pan de notre culture, c'est dire au revoir à une expertise, un savoir-faire, et c'est dire au revoir à un produit de notre artisanat qui n'était pas, à mon sens, si diversifié que ça en termes de textile local. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai dit non, on ne va pas le laisser partir. On va le rattraper, le mettre dans un écrin et le mettre sous les feux des projecteurs. Et quand on ouvre votre livre tout de suite, on comprend un peu toutes les difficultés que vous avez dû affronter. Vous avez dû affronter pour arriver justement à vous saisir de cette activité. Vous, grande dame, grand parcours scolaire, intellectuel, professionnel même, on m'a soufflé que vous aviez été fonctionnaire international. Qui se décide à se rabaisser en griffe pour aller apprendre auprès d'une dame pratiquement oubliée, maman à Niamboussou. Comment ça s'est fait, cette reconnexion? En fait, il faut dire que il y a un contexte. Il y a un contexte, on est à une époque où, en tout cas moi, j'avais du mal à faire les choses sans fondement. Et donc c'est à la recherche de ce fondement-là que j'ai accepté ou que j'ai entrepris d'aller vers les personnes qui étaient reconnues comme tenancières de ce savoir-faire-là. Et c'est dès 2007, quand j'ai commencé, que j'ai été rencontrer la première maman à Niamboussou. Et quand je suis arrivée, elle n'était plus en activité. Il n'y avait plus de cuve active dans la maison. Mais elles avaient du temps et de la générosité pour me parler de ce métier. Et moi, j'avais toujours des questions qui devaient leur paraître bêtes, mais moi qui me nourrissaient. C'était les noms des motifs, comment vous les attachez, comment vous vous asseyez pour travailler, où est-ce que vous restiez, est-ce qu'il y avait un ordre, est-ce qu'il y avait une gradation, est-ce qu'il y avait une hiérarchie, comment les cuves étaient, où est-ce qu'elles étaient, est-ce que l'emplacement des cuves dans une maison, est-ce qu'on regarde la position du soleil, c'était des questions bêtes comme ça que je venais poser. Et à l'époque, je travaillais à Ouidah, donc les temps de pause ou les jours fériés, c'est parce que je quittais Cotonou pour venir travailler à Ouidah, je les passais comme ça, aller fatiguer la pauvre bonne dame
qui trouvaient ça marrant, qui trouvaient ça amusant et qui me racontaient. Et puis j'ai dit, ben, aujourd'hui tu vas me chanter quelque chose. Donc c'était ça. Et tout ce contexte-là, toute cette flopée d'informations que consciemment ou inconsciemment elle me donnait, c'était de petites graines qu'elle a plantées dans mon corps. Et à un moment donné, ça a pris une dimension telle que, bon, ben, c'était comme un appel, il fallait le faire. Vous connaissez l'histoire de l'indigo aujourd'hui. Partagez-nous un pan, partagez avec nous un pan de cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel pan de l'histoire? Qu'est-ce que ça représentait d'abord pour ces femmes et ensuite pour, je dois dire, le contexte culturel dans lequel on produisait ces pains? Ok. Ce qu'il faut d'abord que je vous dise, c'est que la famille Agnabossou était connue à Ouida pour être celle qui do à Rouafo. Donc il y avait les femmes de la famille Ajavon qui étaient connues pour faire des motifs très élaborés. Et une fois que les motifs sont faits, les bonnes dames emmenaient les tissus chez les Agnabossou où il y avait les cuves pour les teinter. Mais dans le contexte de l'époque, la couleur de l'indigo, et vous savez, on est à Ouida, où on parle d'une ville où il y a beaucoup de veuves joyeuses. Bref, c'était une petite parenthèse pour dire qu'il y avait quand même une pratique liée au deuil. Du coup, cette couleur sombre est venue rencontrer un fait social qui a fait que le tissu a pris de l'importance et l'activité avait réellement un poids économique. Et j'appelle affectueusement la concession des Agnabossou l'indigoterie communale. Donc c'est là-bas que toutes les veuves, venues parfois d'ailleurs, venaient déposer leur tissu dans Douaro. Et juste une petite parenthèse, quand les tissus viennent et qu'on les trempe, ils ressortent tous de la même couleur. Mais comment est-ce que je différencie mon tissu du vôtre? Elles avaient mis en place avec ingéniosité un système de traçabilité. Donc sur le bord du tissu était nouée une noix. Parfois c'est Dekin, parfois c'est Agongpa. Et chacune, c'était le code entre l'indigotière et la propriétaire du tissu. Donc le jour où je viens récupérer mon tissu, je dois pouvoir le dire et quand elle défait, elle retrouve ma noix et elle me la donne. Vous voyez? Donc ça avait vraiment pris un essor et c'était l'activité de la maison. Mais l'histoire nous dit que ces femmes indigotières étaient des femmes délicates et précieuses. On ne pouvait pas s'approcher d'elles n'importe comment. C'était des femmes, parce qu'elles étaient soignées, non pas initiatiques, elles étaient soignées. Elles avaient une certaine aura, elles avaient une certaine ascendance parce que leur travail les rendait fiers. Et comme elle disait, il y en avait qui venaient, leur disaient, ben, prochainement en arrivant, lave-toi mieux. C'était des femmes coquettes et bien, de tout point de vue. On a l'impression qu'il y a un voile à la fois spirituel peut-être, qui entourait justement ces dames. C'est justement pourquoi vous écrivez à la page 21, ce blé issu d'un processus chimique, biologique et donc scientifique et rationnel est quand même empreint de mysticisme et de spiritualité. Je demandais si c'était initiatique. Est-ce que toute femme, bien évidemment, vous n'étiez pas à l'origine de ce domaine, vous y avez adhéré, mais est-ce qu'une femme peut comme ça se lever un matin et commencer à l'apprendre? Une femme peut se lever et commencer à l'apprendre. Mais il faut dire que la transmission suivait quand même une certaine route. La transmission se faisait à l'intérieur de la famille. C'était soit les yao, les épouses, les brus, soit les enfants de la maison. Maintenant, il était retenu que seules les femmes ménopausées pouvaient Douaro. Vous qui êtes si curieuse, vous aviez demandé à Maman Agnabossou? Oui, j'ai demandé et c'est là que vient tout le côté mysticisme. Parce qu'il y a beaucoup de nos rituels où quand on est femme en âge d'avoir ses menstrues, il faut rester loin. Donc c'était dans la même logique que les femmes encore actives sur le plan hormonal ne devaient pas s'approcher des cuves. Et également, ce que je sais, sans rentrer dans un rite initiatique formel,
les prêtres vaudous, les guérisseurs venaient récupérer le fond des cuves. Parce qu'une cuve, une fois qu'on l'a lancée, peut durer 1 année. Mais quand elle arrive au stade, on dit Arossi on tcha. Donc elle ne peut plus faire de transformation sur le tissu. Il faut donc vider la cuve et relancer notre cuve. Ce Arossi tcha là était récupéré par les guérisseurs et par les prêtres vaudous. Pour faire quoi exactement? Je ne saurais vous dire. Mais du côté des guérisseurs, l'histoire aussi nous montre, la documentation aussi nous montre que le jus de l'indigo a des propriétés médicinales. Voilà. Et aussi, il est reconnu que quelque part où il y a la cuve d'indigo, le mal ne vient pas. Oui, je l'ai lu dans le bouquet. J'ai dû me demander comment est-ce que ça se fait pour un processus tout naturel, normal, avec des plantes qu'on connaît. Comment est-ce que justement ça peut protéger une maison, une concession? Moi, j'ai essayé de comprendre ça différemment parce que, vous savez, c'est le travail de Arodido est une connexion entre l'indigotière et sa cuve. Et je prends un fait banal. J'ai pris peut-être des médicaments, peut-être que je ne me sens pas bien et je viens, peut-être que je fais un peu de fièvre. Je suis assis en train de manipuler la cuve. La cuve est basée sur un principe de fermentation en milieu aérobie avec des micro-organismes qui sont dedans. Donc forcément, à un moment donné, quand je ne suis pas dans mon état habituel, je peux influer sur le comportement de ces micro-organismes-là. Vous voyez? Il arrive aussi, les instruments de mesure que nous utilisons, c'est le goût, l'odorat et la vue. Donc il arrive que je goûte. En goûtant, on fait le geste de goûter, mais il y en a qui... Donc qu'est-ce que je renvoie dans ma cuve? Donc peut-être que tout ça fait que je parle de cette synergie, intimité entre la cuve et sa tenancière. Alors nous, qui sommes entre griffes un peu trop à l'école, on nous a bourré la cervelle avec une signification du bleu, qu'on connaît la grandeur, c'était là la vastitude. Est-ce que c'est la même perception que les femmes là ont de cette couleur? La perception que les femmes là ont de cette couleur, je parlerai plutôt en termes de profondeur. Elle ne parle pas d'immensité sur le plan horizontal, mais je le vois plus sur un plan vertical, où on parle de la profondeur. Et cette profondeur revient souvent du début de la mise en activité de la cuve jusqu'à la fin de vie de la cuve. C'est plutôt cette notion-là. Mais est-ce que c'est parce que la cuve en elle-même est un récipient qui a une profondeur? Mais en général, on parle de la profondeur du bleu. Alors, aujourd'hui, quand on lit votre livre, on a l'impression que la production, cette activité, je veux dire, est essentiellement basée à Ouida. Alors que moi, pendant que j'apprenais mon cours d'histoire, ceux de CM1, CM2, on me disait quand même que les femmes d'Abomey aussi faisaient cette activité. Ça vient d'où, finalement? Ok. De par mes lectures, oui. Le processus tel qu'il est fait à Ouida a été importé par les communautés Nago, venues du Nigeria. Et c'est vrai que dans notre histoire, on nous parle des guerres, de conquêtes territoriales. On parle des conquêtes territoriales. Et dans le cadre de ces conquêtes territoriales, parfois on a des captifs de guerre. C'est vrai que dans le royaume d'Abomey aussi, on a eu beaucoup de captifs de guerre. Beaucoup de captifs de guerre et beaucoup de Nago. Donc est-ce donc cette communauté qui a également ramené ce savoir-faire dans l'aire géographique d'Abomey? Je ne saurais le dire avec précision. Mais dans notre cas ici à Ouida, celui que je connais le mieux, c'est la famille Aniaboso qui est venue d'ailleurs du Nigeria, c'est un non-Nago, qui est venu du Nigeria avec cette expertise-là et qui l'a perpétrée. Maintenant, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que c'est resté une vaste activité.
c'était pas juste une activité pratiquée derrière la porte très rapidement de façon circonstancielle ou occasionnelle. Ça a été l'activité à tel point qu'en arrivant à Ouida à l'époque, quand on dit emmenez-moi, ou bien j'ai un tissu, je veux le mettre dans l'indigo, On sait où on doit on sait où on vous emmène. Et c'est comme ça d'ailleurs que moi aussi j'ai découvert, parce que quand je suis venue, j'ai demandé, bon, vu ce que je lis, il y a forcément des gens qui font de l'indigo ici. On m'a dit, oui, Aniabo Souhé. Vous comprenez? Donc, c'était vraiment une activité dense et intense à l'époque. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lié fondamentalement je dois dire, aux circonstances de deuil que progressivement les populations ont pris une certaine distance avec le pagne? Et si tel est le cas, comment est-ce que vous pensez renouer le contact vraiment? Oui. En fait, quand j'ai démarré, j'ai fait un peu comme une autopsie et trouvé les raisons qui ont emmené ce tissu à disparaître un peu de nos garde-robes. Effectivement, il y avait ce fait-là, que le tissu est lié au deuil. Et même quand on traduit littéralement son nom en fond, c'est Arovo. Arossi, c'est la veuve. Donc, c'est comme si on l'appelait le pagne de la veuve. Il y a ça. Deuxièmement, il y a le fait que la plante qui permet d'obtenir ce pigment n'était pas domestiquée. C'est une plante qui poussait sauvagement. Et on identifiait des zones de production et les jeunes allaient rechercher ces feuilles-là et les ramenaient au moment qui était tenancière des cuves. Mais on nous a appris l'exode rural à l'école. L'exode rural a fait que les campagnes se sont un peu vidées de leurs bras valides. Et je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que c'est des femmes ménopausées. Donc ménopausée, ça voudrait déjà dire un certain âge. Si les jeunes qui sont censés aller ramasser ces feuilles, récolter ces feuilles et les rapprocher des cuves ne sont plus là, vous vous doutez bien que voilà, l'activité commence déjà à avoir du plomb dans l'aile. Et en dehors de ça, il n'y a pas eu de transmission parce que les indigotières de l'époque, est-ce qu'elles étaient vues comme des personnes de grande valeur? Est-ce que le métier plaisait? Est-ce que les enfants avaient envie de s'intéresser à cette activité? Peut-être que non. Et l'autre fait exogène qui a quand même eu son impact, c'est l'arrivée des tissus importés. Et quand le tissu importé est là, quand il y a un décès, on prend un uniforme, tout le monde fait à Shoebi. Oui, avec 2500, 3000. Voilà, et surtout, c'est disponible tout de suite et en quantité. Et les villes se sont agrandies. Si par exemple, il y a 70 ans, quand il y a un deuil, je sais que j'envoie mon enfant prévenir telle belle-sœur. À pied, on peut tout faire et tout le monde a l'information. Et peut-être que tout le monde peut venir chercher le tissu. Mais aujourd'hui, s'il y a un décès, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui viendra de Bembereke. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui viendra de Porto Novo et du fin fond du Bénin. Donc quand c'est comme ça, rien qu'en envoyant l'image, chercher dans son environnement, ou rien qu'avec le nom du tissu à voler dominer, il peut chercher le tissu, ce qui n'était pas le cas. Ça veut dire que vous avez un gros défi à relever, remettre, je dois dire, le sentiment, la connexion entre ce pagne et les populations. Hein. Forcément, et ce défi n'est pas que le mien, il est le vôtre également, homme de médias. Je le dis parce que quand on repart aux origines de ce tissu, c'est un tissu qui était porté par les dignitaires, pas n'importe qui. Il fallait être haut placé dans la hiérarchie pour porter ce tissu-là. Et c'était le tissu des grands jours. Et c'est vrai qu'il est venu rencontrer un fait chez nous, mais on ne va pas le limiter et le confiner dans l'environnement du deuil. Donc nous, on s'est dit, on va redéployer ce tissu, le faire découvrir sous un nouveau jour. Et l'une des décisions capitales qui a été prise, c'était déjà le changement de nom. Parce qu'en français, vous dites spontanément pagne indigo. Et en fond, peut-être que vous auriez dit Arovo. Mais ces deux noms-là, le Arovo, fait penser à un fait. Une histoire. Voilà, une histoire qui est étrangère au tissu, que le tissu est venu croiser dans un contexte donné. Quand je dis pagne indigo,
indigo veut dire venu d'Inde. Étymologiquement, indigo veut dire venu d'Inde. Et quand vous prenez le tissu que nous avons ici, en rien, je ne vois une connexion avec l'Inde. Et deuxièmement, nous sommes aujourd'hui à une ère où les images voyagent, les choses vont très loin. Et on a aussi des gens qui sont à la recherche de la facilité. Tiens, ce tissu est en vogue aujourd'hui, je vais en droguerie, j'achète de la couleur, puisque l'indigo c'est une couleur. J'achète la couleur, je viens sur le paille, j'aurais aussi fait un paille indigo. Mais nous, on n'a pas voulu rentrer dans cette masse-là. Parce qu'on a dit, on veut faire revivre ce tissu, on passe par un baptême, on lui donne un nouveau nom. Et c'est quoi ce nom? C'est le Eluvo. Et le Eluvo, parce que le nom de la feuille en ago, c'est Elu. Donc avec le Eluvo, on fait référence à l'origine. Donc on peut retracer quelqu'un qui entend Eluvo, c'est que tiens, c'est quelque chose de nago. Deuxièmement, c'est la feuille. Donc tiens, à quel moment la feuille intervient dans votre processus? Oui, c'est la feuille qu'on utilise. Et quand je rajoute le vo, c'est pour le ramener dans le contexte fond, qui est l'ère géographique que nous occupons à Ouida. Donc ça a été un rebaptême déjà. Eluvo, le pagne issu de la feuille. Ça me règle le problème de langue, ça me règle le problème d'origine, ça me règle le problème de technique et de savoir-faire. J'ai un nouveau nom. Maintenant que j'ai un nouveau nom, il faut que je propose de nouveaux usages. Et on a été très loin, on a osé. Mais dans notre volonté d'oser, on s'est emprisonné dans l'utilisation de l'écru qui est produit au Bénin. Parce que dans mon désir d'oser, je peux travailler de la soie, ça m'arrive, je peux travailler des matières très nobles. Parce que tant que la fibre est naturelle, elle peut prendre la teinture. Oui, techniquement, ça c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on veut promouvoir? C'est un produit ou c'est juste un savoir-faire? J'ai fait le choix de promouvoir le produit. Et ce produit, ce savoir-faire, je le mets sur l'écru qui est fabriqué au Bénin. Et je crois en fait que le consommateur aujourd'hui n'est pas juste à la recherche d'un achat. Il veut faire un achat qui a du sens. Il veut pouvoir s'identifier à ce qu'il achète. Original. Voilà. Une fierté. Voilà. Et qu'il peut comprendre et expliquer ce qu'il est en train d'acheter. Donc c'est pour ces raisons-là que nous avons fait le choix de nous enfermer dans les crus du Bénin. Maintenant, un outil de promotion excellent que nous avons mis en place depuis 15 ans et qui est à sa 10e édition, mais on vient de clôturer la 10e édition, c'est la Grande Nuit de l'Indigo. Et lors de cette Grande Nuit, tout ce qui peut être bleu est bleu. Où on montre, on propose vraiment de nouveaux usages, on propose de nouveaux motifs, on propose le wow avec. Et est-ce que les gens, ils ont commencé à s'intéresser effectivement à ce qui est produit de nous là? Oui. Oui, et pour la première fois, nous avons constaté, nous avons enregistré des commandes de la part de professionnels, donc des stylistes, qui aussi se mettent dans la danse. Nous avons également enregistré des commandes d'institutions internationales qui, pour les étrennes de fin d'année du personnel, ont fait le choix d'offrir un produit qui a du sens. Nous avons également des hôteliers, des restaurants qui aujourd'hui veulent, et pas des moindres, qui veulent aujourd'hui rebrander leur espace avec le bleu du Elou. Oui, mais on a l'impression que c'est devenu un produit élitiste, fermé à une classe sociale donnée. D'ailleurs, j'ai poussé ma curiosité à savoir quelles sont les gammes de prix chez vous. J'ai compris justement ceux qui ont ce regard sur votre travail. En fait, c'est pas un choix, mais c'est un choix qui s'impose. C'est un investissement qu'on est en train de faire. Et vous avez dû le constater en parcourant le livre. C'est un travail qui est complètement manuel. De longue haleine. De longue haleine. Et si c'était dans un autre contexte où les choses sont mieux stratifiées, on aurait qualifié ce produit comme un produit de luxe.
Parce qu'un produit où du début du processus jusqu'à la fin, c'est des mains expertes. C'est un savoir-faire, c'est des artisans qui maîtrisent leur domaine de travail. C'est du domaine du luxe. Le luxe n'a pas une autre définition. Mais il faut que ça reste quand même accessible pour qu'on puisse le vulgariser. Fait, oui. Mais il ne peut pas devenir, dès les premières années, un produit de grande consommation à la portée de monsieur tout le monde. Mais on essaie quand même de le faire. On essaie quand même de le faire. Bon, ben, j'espère qu'en tout cas avec le temps, il y aura un peu plus de monde qui puisse facilement accéder un peu à ce produit assez intéressant. Je vois beaucoup de photos assez professionnelles, hein, faut-il le dire. Je salue l'équipe qui s'est chargée de vous produire, je dois dire, ce document qui retrace un peu, je dois dire, tout ce qui se fait en la matière. Vous êtes allé décrocher deux grandes personnes du monde public au Bénin pour à la fois préfacer ou introduire ce bouquin. Je veux penser au professeur Roger Béonville. Lui, on le sait, on le connaît, très attaché d'ailleurs à la culture de Ouida, à tout ce qui vient de son Ouida natal. Mais c'est pour José Tonato, le ministre de cadre de vie, que je n'avais pas saisi. Comment est-ce que ça a fait le lien avec les loups? Ok. Vous connaissez sa formation. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai pu trouver la méthode culturelle de la plante et j'ai pu la domestiquer. Super. Et aujourd'hui, ça vient enrichir notre biodiversité. Nous avons aujourd'hui nos champs, donc nous sommes complètement autonomes. Vous-même, vous produisez Nous-mêmes, nous produisons le helou que nous utilisons. Donc ça vient enrichir la biodiversité. Et de faire le choix d'utiliser une teinture naturelle, ça participe à l'amélioration du cadre de vie. Ah ouais, tiens, comment ça? Mais vous savez, quand on fait par exemple des teintures chimiques, on n'a aujourd'hui aucun moyen de vérifier les charges chimiques des eaux usées avant de les déverser directement dans la nature. Et nous, en ayant fait ce choix de rester sur un procédé qui préserve l'environnement, des produits chimiques. On n'utilise pas. Vos activités n'ont donc aucune influence sur l'environnement, sur la nature, bien reste, au contraire. Je dois dire, des fonds de cuve peuvent être utilisés par les guérisseurs. Et comme on a aujourd'hui beaucoup de volume, parce qu'on peut traiter à la fois 500 yards par jour. Waouh. Mais nos cuves, quand on les vide, vous voyez l'espace vert qu'on a, on les utilise. Et les feuilles qui sont en fin de vie, on les utilise pour empailler également tous les plants que nous avons. Et ça ne vous dit pas de songer peut-être, je ne sais pas dire à machiniser tout cela, mais quand même à y introduire une certaine souplesse, un certain soulagement à ces mes expertes qui travaillent, qui suivent, qui transpirent et qui, ma foi, souffrent aussi. J'ai vu une main toute bleue, à l'épreuve là tout à l'heure. Je me dis, elle a dû souffrir, où est-ce que je me retrouve? Elle a dû souffrir pendant longtemps pour ma foi, nous faire produire ce fameux pagne assez original avec, voilà. Voilà un peu, je dois dire, ce qu'est devenu ces doigts-là, mais j'imagine l'épreuve auquel on les a suivis. En fait, je voudrais dire que ces mains-là sont la preuve de la répétition, de la constance, mais pas forcément d'une dureté ou d'une épreuve. Et l'élément caractéristique, l'élément qui fait qu'on reconnaît une Arodoto, ce sont ses ongles. Ok. Ce sont ses ongles. Maintenant, le côté machine, apporter de la mécanique, évidemment, on l'a envisagé. Et ça nous permet peut-être de gagner du temps sur certaines parties. Ok. Mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose sur certaines parties. Mais après, c'est quoi? C'est sur 15% du process, qui est aujourd'hui quand même constitué de 25 bonnes étapes. Dis donc. Donc, quel est l'avenir de Elouvo, à votre avis? L'avenir des Louveaux, ben, je le vois... Je vous vois vous battre toute seule, parfois à chercher quelque part quelque chose à vous agripper. Je me dis, tiens, ben, quand elle va s'essouffler, qui prend la relève? La relève est assurée. Ah oui. La relève est assurée et jusque-là, on n'a montré que du tissu, des vêtements,
Et là, on a lancé un livre. Donc, c'est déjà une diversification qu'on a apportée. Et il y a un peu moins d'un mois, on a également inauguré une place. La place du Elou à Ouidah, qui retrace un peu l'histoire et la trajectoire du Elou à Ouidah. Et derrière, on a quand même fait un film de 26 minutes, qui est un outil didactique qui montre un peu tout le processus. Voilà, tout le processus et comment l'implémenter. Donc avec ces 3 éléments clés, vous savez, un livre aussi, hein, c'est pour sortir cette activité, cette oralité qui l'a caractérisée pendant autant d'années. Donc en plus du livre, on a le film et en plus du film, on a une place. Et il y a encore d'autres choses qui vont sortir, mais ce tissu aujourd'hui, on aura du mal à l'oublier. Ah oui, on peut compter sur vous pour en tout cas tout le travail qui se fait. J'avoue que c'est un travail formidable, très admirable. Quand on jette un coup d'œil un peu sur le compte rendu qu'en fait le livre que vous aviez produit. Nadia Dalé, merci beaucoup d'être venue sur mon plateau. Merci. De nous avoir accueillis. Vous avez un mot pour clôturer cet entretien? Le mot, c'est, voilà, on a parlé du livre « Elou, ce bleu en fait ». C'est effectivement un bleu en fait. Et c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Donc, offrez cet Elou, ce bleu en fait. Allez, j'espère que le directeur commercial de Canal 3 va comprendre le coup de publicité que vous aviez passé. Merci beaucoup, Nadia. Mesdames et messieurs, on a parlé de ce livre assez intéressant. Elou, ce bleu en fait, c'est un livre qui retrace un peu l'histoire d'une activité qui allait s'en mourir, mais qui, fort heureusement, est donc ressuscité, sauvé par Nadia Dalé, la fabrication de ce qu'on connaît sous le nom de pagne indigo. Désormais, elle fait un rectificatif. C'est le Elou. Merci beaucoup pour la didactique et la pédagogie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour samedi prochain à partir de 11h. Vous connaissez le rendez-vous. D'ici là, vous portez très bien. Vous passez un excellent week-end.